Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier Sophie Covin pour son accueil et son amitié, au-delà des mots, dans son magnifique atelier. Merci Sophie. Quel bonheur d'accueillir mon amie Laurence Delabaume. Excusez-moi, je suis un peu émue, parce qu'il y en a un là-haut qui doit beaucoup s'amuser, c'est le Père Brune, qui est auteur et journaliste, et Guibert Delmarmol, dirigeant d'entreprise, conseiller et auteur. Ayant vécu moi-même une NDE, expérience de mort imminente, je souhaitais réunir ces deux amis qui ont vécu des expériences différentes de la mienne, mais avec un point commun, une reprogrammation pour changer de regard sur la vie, sur la maladie. Deux parcours qui les entraînent vers la connexion entre sciences d'avant-garde et thérapie ancestrale. Ils ont chacun écrit des livres. Pour celui de Guibert, ça sera sur Amazon. Et pour celui de Laurence, il est ici même. Je vous demanderai expressément de ne pas interrompre cet échange à deux voix, car vous aurez tout le loisir à la fin de la conférence d'avoir un temps questions-réponses. Ainsi, l'énergie est beaucoup plus fluide autour des intervenants. C'est un sujet grave et difficile. Non, très joyeux. Je voyais la tête de Guibert, je savais qu'il fallait que je rectifie, mais c'était un peu volontaire. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci pour votre présence bienveillante. Alors, je vais vous parler d'une expérience qui a bouleversé ma vie, non pas pour vous parler de moi, mais pour vous livrer un témoignage qui, j'espère, pourra peut-être rentrer en résonance avec vous. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu les mêmes choses, et donc il y en a peut-être parmi vous qui pourront en parler tout à l'heure ou poser des questions après. Et puis, Guibert va aussi parler de son expérience bouleversante, et vous verrez à quel point nos expériences sont complémentaires, bien qu'au départ, elles paraissent aux antipodes. Je vais donc diviser mon exposé en trois parties. Je vais vous parler d'abord de mon expérience, de ses conséquences sur ma vie, et chaque fois, je vais faire un petit résumé, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations, et que vous risquez peut-être d'être un peu assommé par ces informations. Ensuite, je vais vous parler de ce qui m'a amené en troisième vers la science et l'épigénétique d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait comment j'ai fait ce grand parcours et ce lien. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas au niveau scientifique, c'est pas grave, parce que de toute façon, Guibert, après, va rendre les choses encore plus fluide, parce qu'il va parler de sa propre expérience dans le corps. Donc ce que je vais vous raconter au niveau de la science, vous pourrez l'écouter d'une autre manière avec lui après. Voilà. Donc tout commence pour moi en 1996. À cette époque, je ne connais pas encore Guibert. Je travaille dans l'émission Métropolis sur Arte. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Et je suis chargée de rencontrer des gens hors du commun. Un jour, je tombe sur un livre, donc je lis beaucoup. Un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle « Le maître du rêve fantôme » aux éditions de l'Aube, et d'un certain auteur qui s'appelle Modrourou. Et sur la couverture du livre, ce qui me frappe, c'est le sourire de cet homme. C'est ce sourire parce qu'il n'est pas comme les autres et qu'il a l'air de porter un message. Donc, en plus, le livre me passionne parce qu'il met sur le même plan le rêve et la réalité. Et que je n'ai pas l'habitude de voir tellement de livres comme ça, en tout cas en français. Voilà. Quand j'interviewe son auteur, Modrourou, donc je sais très peu de choses sur lui. Je sais seulement que son peuple a vécu sur cette terre depuis plus de 60 000 ans et que donc il a sûrement beaucoup de choses à nous apprendre, nous, les Français. Enfin, les Occidentaux, disons plus largement. Deuxièmement, je sais que c'est l'un des premiers écrivains aborigènes à aborder l'histoire de son peuple qui est d'une tradition orale. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais entendu parler à ce moment-là, en 1996, des expériences paranormales. Je ne sais pas ce que c'est qu'une NDE, je ne sais absolument rien de ces questions-là, et c'est complètement hors de mon champ. Je ne sais encore moins de l'épigénétique qui n'est pas encore à ce moment-là en vogue, comme elle l'est aujourd'hui. Donc, au moment de l'interview, je lui pose la question habituelle, qu'est-ce qui vous fait écrire ?
Et là, il me répond, je n'écris pas, je suis écrit. Ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. Je les contacte 2 fois par jour. Ça s'appelle le temps du rêve. Donc je suis assez surprise, surtout sur Arte, on n'a pas tellement l'habitude de ce genre de choses. Et je lui demande comment il fait. Alors à ce moment-là, il se met à pousser une étrange mélopée. Quelque chose qui ressemble à une sorte de gémissement, en fait, qui le traverse de part en part de la terre et qui va jusqu'à la racine de ses cheveux. Et ce son produit un très curieux effet sur l'air entre nous. On est très proches, la caméra est pas loin. J'ai toujours besoin d'avoir les gens très proches pour sentir leurs vibrations. Et donc, l'air devient comme si l'air devient gazeux. Donc, je suis très étonnée et je dois faire une drôle de tête parce qu'il s'interrompt immédiatement. Il éclate de rire et il dit « I'm just a man from Australia ». Je suis seulement un homme d'Australie. Et donc, je la remercie de tout cœur parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir ce type de chant, ce type d'intervention sur la chaîne Arte. Je le remercie. Et il me dit à ce moment-là « Now we're connected with you ». Maintenant, nous sommes reliés. Ce que je prends pour une formule de politesse, comme on pourrait dire « Let's keep in touch », restons en contact. Je retourne chez moi rempli d'une énergie merveilleuse. Et je me dis, oh, c'est formidable, les Australiens sont à nos portes, nous sommes semblables aux aborigènes, c'est merveilleux, etc. Et quand j'arrive et que je mets la clé sur la porte, l'énergie que j'avais disparaît totalement. J'ai l'impression d'être écrasée par le poids de la gravitation terrestre. Et je n'ai même pas la possibilité de parler à mes filles, je vais immédiatement dans mon lit. Et donc, je ne peux même pas m'occuper de mes filles qui ont, à ce moment-là, entre 6 et je ne sais plus, 96. Enfin bon, elles sont beaucoup plus jeunes et leur mère ne s'intéresse pas à elles ce jour-là. C'est pas bien du tout. Donc, la nuit même, je suis réveillée par des symptômes très bizarres. Il est 2 heures du matin, ça commence par un malaise qui se transforme en vertige et ça va devenir terrifiant. Tout se met à tourner à l'intérieur et à l'extérieur de moi, le mur, le lit, bref, mon rapport avec les volumes et la perspective n'est plus le même. Je perds tous mes points de repère. Donc tout se passe comme si j'étais en train de devenir folle ou d'avoir un AVC. Je ne sais pas comment on est quand on a un AVC, mais vous imaginez, c'est effrayant parce que tout se met à bouger. Donc paniquée, j'appelle à un ami voisin qui décroche et qui sait que j'ai interviewé un aborigène l'après-midi même, parce qu'on s'est rencontrés entre-temps. Miracle, il décroche et je lui demande de s'occuper de mes filles, car je me vois déjà à l'hôpital psychiatrique. Donc tout de suite, il me dit, cet homme, c'est un aborigène, c'est un chaman. Surtout, c'est un cadeau qu'il te fait. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, à ce moment-là seulement, je me souviens que Modrougou m'a dit « Now we're connected with you ». Maintenant, nous sommes connectés. Je me souviens qu'il disait qu'il contactait 2 fois par jour ses ancêtres, donc, dans son temps du rêve. Et donc, il y a une sorte de logique qui se met en place qui fait que je lâche la peur. Enfin, j'essaie de lâcher la peur et quand je raccroche, je vais tenter de dominer cette peur, d'accepter ce qui se produit. C'est très important de savoir qu'une grande part, enfin vous le savez probablement, plus vous avez peur, plus la souffrance est énorme, et vice-versa. Quand il vous arrive des choses incroyables, il faut essayer de lâcher, d'accepter déjà ce qui se produit. Donc c'est là, je vais donc accepter ce processus. Il est quand même assez terrifiant. Je ne vous cache pas que, surtout quand on n'est pas comme moi, on n'est pas habitué à rien du tout de ce genre de choses-là, il est terrifiant le processus lui-même, mais je vais traverser un tunnel et je vais être littéralement catapulté hors du corps, poussé par une force centrifuge. Mais là, c'est la découverte inoubliable de ce qui se passe quand on n'a plus de corps. Quand on voit son corps de très loin, pardon, parce que je sais que Martine connaît bien ce que je suis en train de dire, pardon. Et quand on est comme une sorte de particule plongée dans une orbite très lumineuse, incroyablement bienfaisante, quelque chose qui donne le sentiment d'une unité parfaite avec tout l'univers, d'une véritable plénitude. Il n'y a pas de temps,
Il n'y a pas de limite, on pourrait y rester éternellement. Et puis le phénomène s'atténue, et peu à peu, on sent les ondes gravitationnelles qui vous ramènent dans l'exiguïté de la matière, dans une densité qui comprime et qui nous ramène à l'espace-temps. Et toutes les perceptions habituelles reprennent leur place. Sauf qu'il est 2 heures, je ne sais pas s'il est 2h05 parce que je n'ai même pas l'idée de regarder l'heure, mais j'ai à ce moment-là une énergie comme si j'étais je suis remplie d'une énergie, mais alors absolument sidérante, qui fait que j'ai envie d'aller faire 50 km à pied à toute vitesse dans les rues de Paris et d'embrasser à peu près tout le monde. Donc, je vais me calmer, je vais essayer voilà, tout va se passer normalement le lendemain, et je vais revivre à 8h30, je vais même pouvoir envoyer mes filles à l'école, et je vais pouvoir revivre le lendemain pour la 2e fois cette extraordinaire expérience. Mais là, je n'aurai plus peur. Donc, c'est donc pour cela que mon premier réflexe va être de retranscrire immédiatement après l'expérience telle qu'elle a été vécue, comme un rapport de police, c'est-à-dire sans émotion, les faits, pour, si vous voulez, pour justement retirer, pour montrer un processus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux témoigner devant vous. Ce que je vais vous dire, c'était ce que j'ai écrit à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai. J'ai gardé en mémoire cet espace sans limite qui s'est ouvert et qui ne s'est plus jamais refermé, car la réalité est beaucoup plus vaste qu'on imagine. Comme on ne l'aperçoit que de l'extérieur, quand on l'aperçoit de l'intérieur, ça change tout. Ça ouvre de nouvelles perceptions extrasensorielles. Jusque-là, on ne les connaît pas, on ne sait pas s'en servir. Et j'ai acquis ce savoir, cette nouvelle compréhension de la réalité, une sorte de nouvelle disquette qui passe entièrement par le cœur. Et c'est cette nouvelle disquette qui va me relier à Guibert, comme à Martine, comme à tous ceux qui ont vécu des expériences paranormales. Il y en a beaucoup de différentes, hein. Elles ne se ressemblent pas forcément toutes, mais toutes ont en commun cette ouverture extraordinaire du cœur. Alors, avant d'aller plus loin, je vous fais déjà un résumé, et je vais vous faire un résumé un peu en images, de ce que je viens de vous dire pour que vous voyez déjà les conséquences de cette expérience. Alors, on n'a plus peur de la mort. Ça, c'est la grande nouvelle. Plus peur du tout de la mort. C'est un malentendu, la mort. C'est un changement de fréquence. C'est comme si vous êtes sur 105.5 et vous passez à 120.2. Vous êtes sur une autre fréquence. Tout devient relatif. C'est-à-dire que tout devient vu à partir d'une autre échelle. Avant, on était au rez-de-chaussée, et maintenant, on est au 8e étage. C'est un peu exagéré, mais on est dans un état. On voit tout d'une autre manière, on est beaucoup plus élevé. Donc, les choses se passent, mais elles n'ont plus le même impact sur soi. Donc, le rapport au temps est totalement différent, puisque comme on n'a plus peur de la mort, on comprend qu'une partie de nous est branchée hors espace-temps quand on est dans cette conscience. Très important de se souvenir de ça. On est branché hors espace-temps quand on est dans cette conscience. 3, nous sommes tous reliés, mais nous ne sommes absolument pas séparés les uns des autres. C'est notre mental qui crée la division et l'impression que nous sommes séparés des autres. C'est un instrument qui est un instrument de gestion d'information mentale. Mais en réalité, dans cette conscience-là, nous sommes tous unis. Et c'est très important de se rappeler de ça. Ensuite, c'est le cœur qui va gouverner la raison et non l'inverse. Et ça, c'est très important aussi. On comprend qu'on ne vit que pour aimer, pour un amour qui ne demande rien, qui crée juste une forme d'expansion. 5, il y a de la joie. Il y a une joie au fond de nous qui est une énergie vitale, qui est une réponse à la pulsion de vie. On la voit chez beaucoup de bébés d'ailleurs. C'est elle qu'on peut aller chercher au fond de soi. Et c'est elle qui nous indique en particulier quand on est sur le bon chemin. Bref, c'est une véritable reprogrammation de la disquette cérébrale. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Guibert et avec l'épigénétique, puisque Guibert, lui, l'a vécu aussi dans son corps. Vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, on est très content pour vous, mais en quoi ça nous concerne ? C'est exactement la question que je me suis posée. Je me suis dit, si un chaman envoie à une journaliste ce type d'expérience, c'est qu'il a envie qu'elle la transmette.
Donc, il veut qu'elle témoigne. Et pour cela, il fallait que je tente de comprendre pour témoigner. Mais rien n'a été simple pour autant. Il faut dire ça quand même, il faut dire la vérité. Modrourou est parti le lendemain, il a coupé les ponts, vous verrez pourquoi si vous lisez le bouquin. Il est reparti pour l'Australie, il a coupé les ponts complètement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et donc je ne pouvais pas le joindre à ce moment-là. Donc je me suis mise à lire des livres sur les aborigènes. Et l'un d'eux, je suis tombée sur l'un d'eux, qui racontait exactement l'histoire que je venais de vivre. Vous allez voir comment. C'est le temps du rêve de Cyril Havecker, la mémoire du peuple aborigène australien. Et c'est fait par un blanc, voilà, australien. Et voilà le texte qui correspond exactement à l'expérience que j'ai vécue. Au cours donc de cette expérience d'expansion de la conscience, une grande quantité d'énergie électromagnétique s'échappe du corps pour être convertie en ondes d'énergie circulant à une vitesse supérieure à celle de la lumière. À ce stade, seul un mince fil astral relie l'individu à son enveloppe physique. Là, vous voyez, j'ai compris que ces termes scientifiques, énergie électromagnétique, vitesse supérieure de la lumière, eh bien, je me suis dit, est-ce que la science ne pourrait pas apporter des réponses à mon expérience? C'est comme ça que je suis allée vers elle. Donc, je suis allée carrément vers la science et carrément au Collège de France. Ce n'était pas la peine de perdre du temps. Je me suis dit, on va demander à un neurobiologiste éminent qu'est-ce qu'il pense de cette expérience. Et il m'a répondu qu'en fait, il avait ce genre d'expérience avec des collègues à lui, à qui il donnait des champignons hallucinogènes. J'ai trouvé ça très gentil, sauf que je n'avais pris aucun champignon hallucinogène, je n'avais pas bu, ni mangé, ni fumé, ni rien du tout. Donc, ça ne correspondait pas à ce que j'avais vécu, et lui n'avait pas de réponse. Nous sommes en 1996, pas de réponse du côté de la science du tout. Voilà. Mais donc, de 1996 à 2006, je ne vais pas avoir de réponse scientifique encore. N'oubliez pas donc que les choses ne sont pas encore sues. Donc, entre-temps, je vais simplement comprendre assez vite que s'est opéré en moi, en quelque sorte, un réajustement de ce qu'on pourrait appeler mon identité originelle, notre source, notre âme, je ne sais pas comment vous l'appelez, un retour au soi profond, au fameux « qui suis-je », qui est le vrai sens de notre vie. Nous naissons avec un programme, en fait, et nous nous en éloignons très souvent pour faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir, pour obéir à des projections de nous-mêmes ou à nos amis, enfin, et des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Alors la nature nous envoie des messages sous la forme d'expériences plus ou moins bouleversantes, plus ou moins douloureuses, et des répétitions, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il faut revenir à nous-mêmes, que c'est par le cœur que ça se passe, et que ces épreuves sont peut-être là pour nous faire évoluer, rebondir, nous rendre plus forts. C'est ce qu'on appelle la résilience. Guibert est exemple parfait, vous allez voir, de toute cette histoire. Car alors, quand on retrouve son programme initial, eh bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître dès qu'on est centré, dès qu'on est de nouveau bien avec soi-même? On retrouve ce qu'on appelle la synchronicité. Alors la synchronicité, c'est Jung qui l'a proposé. Ce sont deux événements qui surviennent au même moment sans lien de cause à effet, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, en fait, en résumé, des coïncidences pleines de sens pour soi. Et donc, ça y est, en 2006, vous allez voir un exemple de synchronicité. Donc je rencontre Guibert à une conférence donnée par Erwin Laszlo, le professeur Erwin Laszlo. Donc nous sommes à Paris à ce moment-là, et nous sommes, Guibert et moi, immédiatement sur la même longueur d'onde, comme si nous avions la même disquette cérébrale, alors même que nos parcours sont complètement différents, et vous allez voir pourquoi. Nos deux expériences résonnent de manière stupéfiante avec la théorie d'Erwin Laszlo, philosophe et théoricien des systèmes, auteur de nombreux ouvrages dont Science et champs akashiques.
fondateur du Club de Budapest en 1993, à la suite de sa collaboration au Club de Rome. Grand esprit. Et d'ailleurs, dans cette conférence, il y avait Edgar Morin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même une grande pointure aussi. Donc, en fait, ce qui nous frappe, je dirais, c'est la théorie d'Ervin Laszlo. Il a fondé une théorie qui s'appelle le champ akashique. L'idée, c'est simplement qu'il y a de l'information, pas seulement dans l'esprit humain, pas seulement dans nos ordinateurs et dans les journaux, l'information est dans la nature. Mais voici ce qu'il entend par information. C'est de l'anglais to inform, qui crée une forme, qui en fait rentre en résonance avec les choses. Mais les particules, le vide quantique, quand on en parlera tout à l'heure, ce sont des résonances, des particules qui agissent, qui co-créent. Donc, nous allons écouter maintenant Ervin à New York. Nous allons l'écouter parce qu'il va vous expliquer ce que c'est que le champ akashique, et je vais essayer de vous faire la traduction simultanée. Le champ akashique, c'est la totalité de l'énergie du champ d'information du cosmos. Tout y est contenu. Rien de ce qui s'est produit n'est perdu. L'idée de ce champ akashique m'est venue en tant que scientifique il y a de nombreuses années. Cette idée, c'est simplement qu'il y a de l'information, pas seulement dans l'esprit humain, pas seulement dans nos ordinateurs ou dans les journaux, l'information est dans la nature. Jusqu'ici, beaucoup d'entre vous le savent probablement, c'est assez extraordinaire, simplement rappelez-vous le mot information qui co-crée, parce que ce n'est pas de l'information, c'est une certaine information. Le plus intéressant, c'est que selon lui, cette information reste dans l'univers, que rien ne se perd et que nous pouvons accéder à ce champ d'information un peu comme si on utilisait un téléphone portable pour nous connecter à un numéro précis. On l'écoute. Je pense que nous ne disparaissons pas, que rien ne disparaît. Il y a de bonnes preuves en physique que tout ce qui a eu lieu une fois laisse des traces qui restent. Et elle continue à influencer le présent. C'est pourquoi le passé est toujours là avec nous, mais nous ne pouvons pas toujours nous ajuster à tout. C'est comme posséder un récepteur. Si vous n'avez pas la bonne réception pour votre téléviseur, vous ne pouvez pas obtenir une télédiffusion digitale. Vous devez posséder une réception digitale. Vous avez toutes sortes d'appareils téléphoniques que vous pouvez obtenir sur votre téléphone portable cellulaire, mais vous devez avoir le bon cellulaire et le bon numéro, ou être appelé par le bon numéro. Tout est là. On peut parler à tous les portables du monde ou intercepter tous les programmes de télévision du monde, mais il faut avoir le bon récepteur. Ça vous rappelle rien? Moi, si. Ça m'a tout de suite fait penser à mon aborigène, qui m'avait dit « Je n'écris pas, je suis écrit, ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi ». Mon chaman avait donc ce qu'Ervin appelait le bon récepteur. Donc, en fait, ça n'avait rien d'étonnant à la réflexion, vu que les aborigènes, comme la plupart des peuples premiers, se connectaient spontanément à ce champ d'information stocké dans le cosmos. Donc, un peu comme ceux qui croient vraiment à l'effet de la prière et qui vivent avec leur corps la prière, en fait, ils reçoivent une information sous forme d'intuition. Et en ce qui concerne les aborigènes, ça leur indiquait l'endroit où se trouvait le gibier, ou l'eau, et c'est comme ça qu'ils avaient pu vivre et survivre sur notre Terre dans des conditions extrêmement difficiles pendant plus de 60 000 ans. J'ai donc eu l'intuition qu'il fallait aller voir Ervin pour lui demander de m'aider à faire un documentaire sur ce sujet dont je n'avais pas la première idée. Donc c'est vraiment, je suis allée le voir, mais comme c'était effectivement une synchronicité, il a trouvé ça totalement normal et il a évidemment accepté. Il m'a ouvert immédiatement la porte à tous les scientifiques d'avant-garde de l'époque qui utilisaient la physique quantique, on est donc en 2006, dans leurs domaines respectifs. Et grâce à lui, donc, parmi eux, il y avait Pim van Lommel, le cardiologue spécialiste des NDE, auquel il va apparenter mon expérience en disant « Il s'agit d'une mémoire qui a retenu tous les aspects d'une conscience singulière, très singulière. » Donc on est bien dans une conscience très singulière. Ensuite, j'ai rencontré le biophysicien Fritz Albert Popp, le pape des biophotons. Les biophotons, ce sont ces petites particules de lumière
qui entoure les cellules et qui transporte l'information dans le corps. Guibert va vous en reparler tout à l'heure. Le psychiatre Stan Grof, j'ai rencontré aussi, fondateur de la respiration holotropique qui permet d'atteindre des états modifiés de conscience. Et après, l'astrophysicien George Smoot, prix Nobel de physique 2006, à qui je raconte mon expérience et qui m'a embauché pour m'occuper de la communication de ses missions à l'étranger pendant plus de 3 ans, donc notamment sur les explosions de rayons gamma. C'est comme ça que je suis rentrée dans la science, vraiment par la science en marche, et par l'astrophysique, et aussi la physique quantique. Donc et j'ai aussi rencontré le physicien Philippe Guillemant, qui avait écrit notamment la physique de la conscience. Enfin bref, un peu comme Bécassine, je suis rentrée dans le monde de la physique quantique, ce monde de l'infiniment petit, ce monde des particules et des ondes, qui n'obéit plus à nos schémas de pensée habituels. Ce sont des lois qui expliquent la réalité autrement. Des lois qui ne passent pas donc par notre logique habituelle pour aller de A jusqu'à D, je passe par B, C. C'est fini ça. Ce sont des lois qui nous font découvrir une réalité beaucoup plus vaste et qui n'est donc plus soumise à notre espace-temps. Le temps n'existe pas, la matière non plus, c'est notre conscience qui la crée. Donc vous avez compris que ces lois résonnaient étrangement avec mon expérience, et comme avec celle de Guibert. Et ces lois du monde quantique, en fait, eh bien, nous en avons la preuve tous les jours, mais nous n'y prêtons pas attention. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de penser à quelqu'un, et au moment où vous pensez à lui, hop, le téléphone sonne, et vous êtes à l'autre bout du monde. Je pense que vous connaissez ça. Ou bien, vous avez des intuitions fulgurantes, ou bien des impressions de déjà-vu, de déjà-connu, etc. Tout ça, en physique quantique, ça fait écho avec ce qu'on appelle la loi de la non-localité. Lorsqu'un événement se produisant à un endroit affecte un autre événement ailleurs instantanément. Mais il y a une autre loi qui le dit d'une manière plus complexe. Lorsque 2 particules ont baigné dans le même champ d'information, elles agissent de la même manière, quelle que soit la distance, et au même moment. Voilà. Donc ça, c'est de la physique de la non-localité. Mais ce qui devient très intéressant, c'est quand ça se passe dans nos corps. Alors voilà, par exemple, ce que Pim van Lommel nous dit à propos de la loi de la non-localité sur nos cellules. Accrochez-vous. Hein. Toute l'information non locale pénètre dans l'ADN et l'ADN transmet l'information aux cellules et vice-versa. C'est ce qu'on voit dans les photons. L'ADN envoie les photons et les photons sont de la lumière et la lumière c'est de l'information qui revient à l'ADN et vice-versa. Il a été prouvé que les cellules reçoivent de la conscience. Il y a eu le test de Baxter. Il a pris des cellules blanches à partir de la salive de quelqu'un qu'il a mise dans une boîte de pétri et il l'a placée à 20 km de là, dans une cage de Faraday où les parois bloquent totalement les ondes électromagnétiques. Ensuite, on montre aux propriétaires de la salive des images effrayantes ou excitantes. Et là, non seulement sa peau change, mais au même moment, ces cellules, à 20 km de là, changent leur activité de la même manière. Donc il y a une connexion non locale entre la conscience de la personne et ses cellules blanches. C'est juste un exemple pour vous montrer comment ces lois quantiques s'immiscent dans nos vies et dans nos corps sans que nous le sachions. Voilà. Donc je reviens aux conséquences, je vous fais un petit résumé de rappel sur les conséquences de mon expérience. 1. L'apparition des synchronicités comme point de repère pour avancer. Voilà. 2. La découverte de nouvelles capacités extrasensorielles, l'intuition, la télépathie, la précognition, etc. 3. L'émergence de la voie qui unit la spiritualité avec la science. Je n'ai pas le temps de vous développer ce soir la spiritualité maintenant, mais j'entends par là la voie non pas des religions, mais du lien avec nos origines immatérielles, les lois de l'univers qui nous mènent à la physique quantique, ce que les physiciens appelleraient nos origines quantiques.
Tandis que Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, je ne sais pas si vous connaissez, chrétien, jésuite, le dit à sa manière autrement, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Imaginez combien nous pourrions... Donc tout cela forme un tout, un point de vue global nécessaire aujourd'hui. Imaginez comment nous pourrions vivre mieux si nous apprenions à utiliser ce qui nous relie à ce monde quantique, comme nos perceptions extrasensorielles. Je veux parler de l'intuition, des synchronicités, de la télépathie. Rappelez-vous que ces synchronicités se déclenchent automatiquement quand nous sommes reliés à notre source, car cette physique quantique, vous l'avez compris, eh bien, elle nous rapproche les uns des autres. C'est très important que vous notiez ça, parce que c'est ça le cœur. Elle nous oblige en fait à revoir intégralement nos manières de penser et à retourner vers nous-mêmes. Einstein disait à ce propos, on ne peut résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que nos pensées sont des informations, comme vous l'avez compris, mais comme nous allons le voir, ces informations influencent directement nos cellules. C'est de l'épigénétique. Alors nous y voilà. Voilà ce que c'est que l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude des influences de l'environnement cellulaire ou physiologique sur l'expression de nos gènes. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire parce que plus nous mettons ce niveau de conscience plus élevé dans nos pensées, plus elles influencent positivement nos cellules. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Pim Van Lommel dans l'expérience de Baxter. Quand on transmet des informations drôles ou tristes ou terrifiantes à un individu dont la salive se trouve à 20 km de là, ces cellules blanches réagissent au même moment. Ça veut dire que les émotions ou le stress ont bien des effets sur le corps. Je pense que vous le savez tous. Guibert vous en reparlera aussi tout à l'heure. Il vous montrera notamment comment, lorsqu'une belle énergie circule entre tous ces aspects de notre corps, notre santé s'améliore, notre bien-être aussi, et donc aussi celui de notre entourage. Nous sommes tous reliés. Et ils sont assez nombreux aujourd'hui, ces épigénéticiens, à appuyer sur ce bouton-là. Nous vivons une époque passionnante, car la science est en train de détrôner les vieux mythes et d'instaurer une croyance fondamentale sur la civilisation humaine, nous dit l'épigénéticien Bruce Lipton. Les cellules nous enseignent non seulement le fonctionnement des mécanismes de la vie, mais aussi la manière de vivre pleinement. La croyance selon laquelle nous sommes de frêles machines biochimiques contrôlées par des gènes est remplacée par le fait prouvé que nous sommes les puissants créateurs de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. Et effectivement, la biologiste Peart, par exemple, une des biologistes, des épigénéticiennes, j'ai du mal avec ce mot, pardon, dans ses expériences de laboratoire, a réussi à prouver que l'esprit n'est pas uniquement localisé dans la tête, mais réparti dans tout le corps sous forme de signaux moléculaires. Et vous savez qui, entre autres, envoie des signaux moléculaires dans le corps ? Eh bien, ce sont nos pensées, entre autres, qui le font. Donc, c'est très important parce que nous savons donc que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie, mais que l'ADN est contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule, y compris des messages énergétiques émanant de nos pensées. Donc, vous avez compris que la bonne nouvelle, c'est que, comme donc toujours le démontre Bruce Lipton, nous avons la capacité d'évaluer consciemment nos réactions aux stimuli comme les émotions, les croyances, et de changer nos vieilles réactions n'importe quand. Après, nous être occupés simplement un petit peu de l'inconscient. Bon, c'est-à-dire schématiquement, après avoir identifié dans notre histoire personnelle d'où viennent nos schémas de pensée, nos réactions et toutes les peurs qui nous empêchent d'avancer, vaste programme. Mais il s'agit en fait simplement d'engager une forme de réconciliation avec nous-mêmes et avec nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Et rassurez-vous, c'est beaucoup moins difficile que vous le pensez, et vous allez voir pourquoi. Et la bonne nouvelle, l'extrêmement bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ce travail sur l'inconscient a eu lieu, cette réconciliation avec soi-même, avec tout le monde a eu lieu,
Nous ne sommes plus esclaves de nos gènes ni de nos comportements autodestructeurs. Bonne nouvelle. Pourquoi c'est moins difficile que vous ne le pensez? Mais parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de méthodes pour faire ce travail sur soi. Divers yogas, la méditation, la prière, les contacts approfondis avec la nature, la pleine conscience, etc. Il y a aussi certaines thérapies quantiques basées sur le magnétisme. On a la chance d'avoir un magnétiseur avec nous ce soir. Et le travail énergétique. Donc toutes ces méthodes, évidemment, ne fonctionnent que s'il y a un bon ajustement d'ondes entre le patient et le thérapeute, ce qu'Erwin Laszlo appelait tout à l'heure le bon récepteur et le bon numéro. Et quelques séances d'affilée, bien sûr. Une seule ne peut pas suffire. Voilà. Quant à Bruce Lipton, lui, il propose par exemple sa méthode très simple qui consiste à une méditation pour accéder spécifiquement au subconscient et guérir les mémoires traumatiques, de comprendre comment nos pensées façonnent notre réalité, notre santé et notre entourage, comment nos pensées donc peuvent nous soigner via le corps, la chimie de notre corps. 3, comment comprendre, comment briser les réactions émotionnelles et les schémas indésirables dans notre vie afin de contrôler les charges magnétiques au sein de notre corps et attirer ce que nous souhaitons. La plupart de nos maladies proviennent de nos mauvaises habitudes et de nos mauvaises habitudes et manières de penser, dit Bruce Lipton. D'où l'importance, je le répète, de penser autrement, c'est-à-dire de prendre l'habitude de chercher ces informations venues de la conscience la plus haute, cette conscience divine dont parle le visionnaire indien Sri Aurobindo ou le père Teilhard de Chardin, celle qui nous relie à l'univers et aux autres instantanément. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'en travaillant avec cette nouvelle conscience, eh bien, sur nous-mêmes, nous travaillons pour la collectivité. Et Guibert va revenir dessus dans quelques instants parce que j'ai pratiquement terminé. Tout ça commence par être présent à soi-même, dans l'instant. En effet, puisqu'en physique quantique, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas, en étant simplement conscient du présent, sans penser au passé ou au futur qui nous limite et qui engendre nos peurs, nous pouvons faire advenir un nouveau futur qui est débarrassé du poids de ses anciennes habitudes. Ce futur correspond à celle ou celui que nous sommes dans l'instant, en baignant dans cette conscience supérieure hors espace-temps qui nous fait tendre vers quelque chose de positif et qui nous fait du bien. Enfin voilà, pour terminer, je résume encore une fois ce que je viens de dire et je vais passer la parole à Guibert. Aujourd'hui, on sait que ce qui nous fait créer le réel, c'est notre conscience. On sait aussi que cette conscience, c'est de l'énergie qui est elle-même de l'information. Et c'est de l'information qui influence nos cellules. On sait aussi qu'elle ne se situe pas, cette conscience, uniquement dans le corps, qu'il existe une conscience plus haute que les croyants appellent la conscience divine et que les physiciens appelleraient plutôt l'origine quantique de la matière. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser cette conscience dans notre quotidien pour être inspiré et inspirant et construire un monde de co-création, de collaboration et de partage. C'est la parole, c'est lui.